Bien. Alors, donc merci à tous d'être là. Bon, Christophe Béchu avait souhaité intervenir ce matin, mais ça c'était avant. Et il y avait une forme de logique, puisque à l'époque, son ministère coiffait toutes les questions dont nous allons parler aujourd'hui. Et c'est vrai que, bon, voilà, on a un peu hésité, les trois ministres qui le remplacent en quelque sorte se partagent les sujets que nous allons évoquer aujourd'hui. Donc, bien sûr, le ministère de la Transition écologique soutient les entretiens, on est partenaire à participer à leur élaboration au sein du comité scientifique dont j'ai parlé. Mais voilà, nous allons démarrer sans ministre, mais pourquoi pas, après tout. Donc, vous êtes tous ici et en distanciel plus nombreux que l'année dernière. Donc les entretiens du cadre de ville sont devenus un rendez-vous, manifestement. Cette année, nous allons, ce sont les 9e entretiens, nous allons aborder une question qui peut paraître large dans son énoncé, c'est d'explorer les nouveaux chemins de l'aménagement urbain. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là, enfin le comité scientifique, c'est que l'accumulation de ce qui peut sembler des contraintes ou des obligations ou les conditions d'exercice aujourd'hui de l'acte d'aménager au sens large, eh bien, oblige à tenir ensemble un certain nombre d'enjeux. Nous avons résumé dans les 3 fils rouges qui vont cadrer, permettre de suivre les 3 salles habituelles de nos présentations de cas, d'intervention, de propositions. C'est l'adaptation au changement climatique, c'est la sobriété et c'est la transition juste. Ce sont les 3 fils rouges que nous retrouverons également en fin de journée avec Paola Vigano, car ce sont 3 fils rouges qui tiennent son travail depuis longtemps, et vous verrez à quel point c'est vrai dans des projets tout récents dont elle nous parlera, de ce qu'elle appelle des laboratoires de transition. Alors, j'ai parlé d'accumulation des contraintes, je ne vais pas y venir en détail parce que vous les connaissez toutes pour les vivre. C'est rajouté, bien sûr, par une contrainte de conjoncture économique récemment. Il y a un enjeu de relance de l'activité, de la construction et de l'activité immobilière au compte des territoires. On sait que les aménageurs souffrent de la crise de l'immobilier qui va sans doute se dépasser sur de nouvelles bases. Mais les acteurs de l'aménagement sont néanmoins confrontés à tous ces sujets. Alors, on va, les dérouler toute la journée, en commençant par une table ronde tout de suite, et puis ensuite 2 focus ce matin, un déjeuner, et puis la reprise à 14h30. Essayez de ne pas les rater. On a prévu 3 interventions dans les 3 salles, assez fortes, des keynotes, sur le pays bioclimatique de Paris, sur ce qu'appelle Sonia Lavedigno la ville relationnelle, et sur la façon dont on pourrait construire une fabrique de la transformation urbaine. Voilà. Et puis donc on terminera avec Paola Vigano. Alors l'originalité de tout ce qui va vous être présenté, mais ça, ceux qui sont habitués en ont l'habitude, c'est qu'on vous présente des projets peu ou pas connus et qui ont été sélectionnés de façon indépendante par un comité scientifique qui représente des institutions et des sociétés publiques engagées au quotidien dans l'acte d'aménager. Je dirais, ce ne sont pas uniquement des aménageurs au sens strict, mais on sait bien que l'aménagement n'est plus une activité séquentielle depuis longtemps. Les premiers entretiens en 2016 ça abordait déjà la question. Voilà. Donc je veux remercier les membres du comité scientifique de soutenir cette expérience d'entretien de la ville qui se tiennent tous les ans. Donc merci à l'ADEME, merci au CEREMA, au ministère de la Transition écologique, je l'ai cité, à la Banque des Territoires, à EDF et SNCF Immobilier, mais merci aussi au CNOA et à la Fédération des promoteurs qui participent à notre comité scientifique, ainsi qu'à l'Alliance HQE, qui maintenant ne parle plus que de bâtiments, mais aussi d'aménagement, bien sûr, et à la Fédération des CAUE. Voilà. Eh bien, écoutez, il me reste à remercier surtout la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France qui nous accueille ici. Et je crois que son président est parmi nous. Je voudrais lui passer.
Comment? Vous êtes là? Ben, je vous en prie, je voulais vous céder la parole pour un mot d'accueil et en vous remerciant encore de votre... Je m'étais fait discret. Je ne voulais pas vous perturber. Mesdames et messieurs les élus locaux, mesdames et messieurs les présidentes, présidents, directeurs, directrices, monsieur le directeur général de Cadre de Ville, cher Rémi Cambeau, vous êtes nombreux quand même ce matin. Je suis très heureux de vous accueillir ici au siège de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Profitez-en, on va s'en aller, hein. En fait, je le dis au passage, puisque c'est des sujets de transition écologique, des sujets également d'avoir des locaux superbes, paraît-il, mais c'est une passoire écologique. Donc on va faire en sorte de changer un petit peu tout ça. Je suis très heureux également d'être avec vous pour lancer cette conférence sur le thème de l'aménagement entre adaptation, sobriété et transition juste, les nouveaux chemins de l'aménagement urbain. Vous pourrez me poser la question, où est-ce qu'on va après, hein, si ça vous intéresse, puisque ce bâtiment, nous ne l'avons pas vendu, je vous rassure, c'est la propriété de cette maison, mais on va en faire un usage un peu différent. Et nous allons retrouver une grande partie de nos équipes, je sors de mon texte, mais je vous donne cet élément-là, dans un autre endroit, au centre-est parisien, parce que ça va changer un petit peu de tête, dans un bâtiment qui va être totalement développement durable. C'est bien, puisque nos équipes, mes équipes, font en sorte de faire beaucoup de choses, je vais y revenir, notamment dans les transitions écologiques pour accompagner les entreprises, je pense, et le directeur général de cette maison également, que c'est bien de dire aux autres comment il faut faire, c'est bien de se l'appliquer d'abord à soi-même, c'est un principe qu'on essaye d'avoir dans cette maison. Alors, ce sujet nous concerne tous, votre sujet, notre sujet, et bien évidemment en particulier également les entreprises. Face à ce dérèglement climatique, les défis à relever sont multiples, et ils se multiplient, vous le savez très bien. J'en citerai quelques-uns. Consommer moins de foncier, c'est un vrai sujet. Réduire les îlots de chaleur urbains, construire avec des matériaux performants et non polluants. Réutiliser les friches, gérer la ressource en eau, maîtriser les risques d'inondation. Je crois que, entre autres, je dis bien entre autres, dans notre région, la Seine-et-Marne, a subi des choses assez dramatiques ces derniers jours. La transition écologique est donc incontournable, elle doit se faire sans plus tarder, elle a déjà commencé, certains considèrent que ça ne va pas assez vite, je comprends tout à fait, mais l'urgence climatique ne peut pas, ne saurait obérer l'urgence également économique. Dans le même temps, il faut réindustrialiser, faire revivre nos centres-villes, requalifier des zones périphériques, dégradées et surtout loger, je dis bien loger, ceux qui mettent toute leur énergie à répondre à ces enjeux. La transition écologique doit accompagner le développement économique et le développement économique doit être partie prenante de la transition écologique. Les entreprises sont des acteurs clés des territoires, indispensables. Elles ont largement anticipé, pas toutes encore, je vous l'accorde, mais elles ont largement anticipé ces préoccupations, sans attendre qu'elles soient d'ailleurs traduites dans la loi ou dans les politiques publiques. Construire et produire mieux en évitant d'abîmer l'environnement tout en permettant l'accueil et l'activité économique et de l'habitat est une ardente obligation. Alors même que, et vous le savez également, l'immobilier connaît une crise également extrêmement importante. Alors, cette maison, la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, s'est toujours engagée auprès d'elle, auprès des entreprises. C'est notre ADN, c'est notre raison d'être, je dirais, je préfère, c'est notre raison d'agir. Donc à leur côté, pour les accompagner dans leur ancrage territorial, en bonne intelligence, avec bien sûr les objectifs poursuivis par les collectivités locales, et vous en êtes les dignes représentants. Ainsi, notre maison s'est fortement impliquée dans la transformation du schéma régional de la région Île-de-France, le SDRIF, avec un SDRIF environnemental, ainsi que dans la politique de réindustrialisation, comme le montrera le focus que la maison, la CCIR, animera cet après-midi sur les attentes des start-up industrielles. Sur le plan opérationnel,
Nos conseillers, j'y faisais référence tout à l'heure, nos conseillers proposent aux entreprises des diagnostics thématiques sur l'énergie, le bilan carbone, l'économie circulaire, la RSE ou la mobilité, afin de les aider à monter des plans d'action permettant également des audits visant à favoriser l'obtention de labels comme les éco-défis pour les commerces. Ces actions sont mises en œuvre en partenariat évidemment avec l'ADEME Île-de-France et les fonds européens gérés par la région, les FEDER, pour concevoir des solutions clés en main intégrant les financements mobilisés. En 2024, ce sont environ 2000 accompagnements sur la transition écologique et énergétique qui ont été réalisés, 2000. Au final, que de défis. Seule une mobilisation de tous ceux qui font la ville permettra de relever ces véritables défis. Les CCI franciliennes, ici vous êtes au siège francilien, dans chaque territoire, dans chaque département, il y a j'ai un de mes collègues qui préside chaque département. Et véritablement, nous sommes très mobilisés sur ce sujet. D'ailleurs, c'est le message qu'a porté notre directeur général dans une interview qu'il a accordée à Cadre de Ville en amont de ces entretiens. Je ne veux pas être plus long. Je vais vous laisser, bien sûr, reprendre ou lancer les débats. Je suis sûr qu'ils seront fructueux, riches. Je ne peux que vous souhaiter une excellente journée et surtout une vie meilleure demain. J'insiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dominique Restineau. Donc écoutez, oui en effet, enchaînons tout de suite. Donc avec 5 représentants de grandes institutions qui interviennent très directement dans l'adaptation au changement climatique, d'abord parce qu'elles adaptent pour certaines leur parc industriel. Alors je voudrais appeler tout de suite justement Alexandre Marty qui chez EDF est responsable climat et ressources naturelles. Installez-vous, je vous en prie. Et puis Antoine de Roquigny, le directeur de SNCF Immobilier. Je vous en prie, installez-vous. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes, c'est la première fois puisque vous êtes en poste depuis le départ de Katayoun Panahi et que nous avions eu le plaisir d'accueillir évidemment ici. Alors, ces acteurs, on va en parler, sont engagés très directement dans l'adaptation de leurs activités au changement climatique. Et je voudrais aussi, on a voulu faire participer de grands acteurs qui accompagnent de façon générale l'ensemble des acteurs, ceux-là en partie, mais aussi tous les autres, y compris vous-même. Donc, merci de me rejoindre, Costa Castrinidis, également, le directeur des prêts de la Banque des Territoires, et puis les représentants des 2 grandes agences, je dirais, très impliquées sur le sujet, et d'abord l'ADEME, Patricia Blanc, si vous voulez bien nous rejoindre, voilà. Merci, vous êtes directrice générale déléguée de l'ADEME, en charge de ce qu'on appelle les opérations, ce qui fait la balance avec la responsabilité de Jean-Baptiste Périssin-Faber, qu'on a eu l'occasion d'entendre déjà ici dans les éditions précédentes. Et puis, elle vient de rejoindre le CEREMA et elle nous fait le plaisir d'être présente ici. C'est Hélène Pesquine, la directrice adjointe du CEREMA. On vous a confié la charge de l'animation du réseau au CEREMA, et puis vous êtes directrice des programmes de recherche et d'innovation, qui est un domaine que vous maîtrisiez déjà quand vous étiez directrice du PUCA, jusqu'à encore récemment. Alors, merci, et je suis heureux d'avoir tant de compétences réunies ici. On va peut-être commencer par un tour d'horizon pour parler d'adaptation au changement climatique. D'abord, peut-être sur la question du risque lui-même et de savoir comment vous l'évaluez les uns et les autres. Parce que dans les entretiens que je peux avoir depuis 1 an avec les grands acteurs de l'aménagement et même les plus petits, il y a une des questions qui est posée, c'est est-ce qu'on est capable d'aller aussi vite que le dérangement lui-même, que le dérèglement lui-même? Est-ce qu'on ne risque pas d'être rattrapé à un moment ou un autre? Et on me parle même de modèles qui, à un moment donné, se retrouvent dépassés. Donc c'est la première question que je voudrais vous poser, c'est celle-là, c'est celle de l'enjeu. A-t-on le temps, avons-nous le temps de nous adapter? Et voilà, quelle est votre évaluation de cette question du temps? Est-ce qu'on peut commencer avec vous, Patricia Blanc?
Parce que l'ADEME a beaucoup travaillé évidemment sur les scénarios climatiques. Normalement, je pense que ça devrait être allumé. Merci, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Peut-être juste avant de démarrer sur la question du temps, qui est une question effectivement très vaste, peut-être pour compléter vos propos, monsieur, pour dire que parmi les agences de l'État, il n'y a pas que l'ADEME et le CEREMA qui travaillent sur l'adaptation. Que ce soit de l'eau en trop, de l'eau pas assez, de l'eau qui ne va pas au bon endroit. Et les agences de l'eau consacrent des budgets très importants à financer des projets d'adaptation au changement climatique en ville, sur la récupération des eaux de pluie à la source, sur la gestion des eaux usées, sur les stockages d'eau. Voilà. Alors vous avez vous-même dirigé une agence de l'eau. C'est pour ça que je me permets d'en parler avec cette liberté. Et alors, je pense que nous pouvons tout à l'heure en parler effectivement dans ce qui peut être mis en place pour l'adaptation au changement climatique, d'autant que dans l'actualité, le budget des agences de l'eau, a priori, dans le projet, le PLF qui a été présenté, est en hausse. Voilà, ce qui est à signaler. Alors je ne commenterai pas le PLF sur le Je ne vous demande pas de le commenter, c'est ma responsabilité de journaliste de signaler qu'au moins à la présentation du budget, et celui des agences de l'eau est en hausse. Voilà. Mais sur la question du temps, face au dérèglement et face aux prévisions. Un deuxième message à passer, c'est que le décryptage du PLF est une science extrêmement complexe. Tout à fait. C'est pour ça que des gens s'abonnent à des journaux pour savoir au jour le jour ce qui se passe. Alors, sur les conséquences du changement climatique, il y a eu évidemment énormément de travaux à toutes les échelles, mondiales, européennes, nationales et locales. Donc, je ne vais pas prétendre les résumer en deux phrases. Peut-être simplement vous dire que la nouveauté, me semble-t-il, dans ce domaine, c'est le fait que le gouvernement, la personne de Christophe Béchu, l'an dernier, avait souhaité verser au débat public la notion de trajectoire de référence pour la prise en compte des conséquences du changement climatique. Vous savez que le GIEC publie des scénarios, il y a une gamme très vaste de scénarios de ce que pourraient être les conséquences du changement climatique à la fin du siècle en fonction des efforts que consentiront ou non les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On a une palette très vaste de scénarios possibles d'ici 2100. Nous avions à l'époque, pour le compte de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, et je parle sous le contrôle de son vice-président, travaillé à un benchmark de ce que font les autres pays pour se préparer au changement climatique. Et on avait d'une part conclu que la France n'a pas à rougir, qu'il y a une prise de conscience, et vous êtes nombreux dans cette salle, je pense, à en témoigner, des actions qui sont déjà mises en œuvre. EDF et SNCF vont nous montrer à quel point les grands opérateurs prennent ce sujet sérieusement en main. Mais il y a quelques sujets sur lesquels on pouvait progresser, et notamment cette notion de trajectoire de référence, c'est-à-dire se donner un scénario commun pour les entreprises, les collectivités, les administrations, pour se préparer aux conséquences du changement climatique. Alors évidemment, M. Béchu avait été à l'époque critiqué, notamment par des personnes qui estimaient que c'était renoncer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, que se résigner déjà aux conséquences du changement climatique. Je crois qu'on est tous bien conscients que les conséquences du changement climatique, elles sont déjà là, qu'il faut s'y préparer. Ça ne signifie pas renoncer, parce que les émissions de gaz à effet de serre, elles continuent à être déterminantes pour définir l'intensité des phénomènes auxquels nous nous serons soumis, et notamment le recul du trait de côte, et notamment les précipitations extrêmes, notamment les sécheresses extrêmes. Elles vont largement dépendre de ce que seront les émissions de gaz à effet de serre des États, mais les conséquences du changement climatique, elles sont déjà là, et notamment pour des décisions qui ont une durée de vie longue et qui porteront des effets à la fin du siècle, des décisions d'aménagement, des décisions d'infrastructure. Il faut prendre en compte ces conséquences, et c'était une décision courageuse du ministre que d'annoncer cette trajectoire de référence à 4 degrés d'ici la fin du siècle. Tout à fait. Il a été au bout de l'élaboration d'un plan national d'adaptation au changement climatique, dont la ministre Agnès Pannier-Runacher a annoncé dans le Pas-de-Calais il y a 10 jours qu'elle le reprenait à son compte et que donc il allait être mis sur les rails. Pour le coup, puisque les journalistes parlent du budget aussi de temps en temps, ce PNAC, pour le moment, n'est assorti d'aucun financement. Voilà. Mais alors, continuons. Est-ce que je voudrais demander à Alexandre Marty, chez EDF, vous avez un regard très précis sur l'analyse des risques et leur territorialisation géographique. Quel est votre avis, vous, sur la façon dont le risque, peut être évalué? Est-ce qu'il grandit?
Est-ce que nos modèles sont efficaces? Qu'il faut les revoir? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes vous-même doté d'un outil de mesure, n'est-ce pas? Alors, ou d'un service en tout cas qui y travaille. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Oui, effectivement, on est doté chez EDF, on a la chance d'avoir investi le sujet du changement climatique sur sa dimension compréhension de la science, compréhension des modèles. Depuis la fin des années 2000, et on a structuré un service climatique en tant que tel au sein de la R&D du groupe à partir de 2014, un service climatique qui nous est bien utile pour faire toutes les études qui sont nécessaires à anticiper ce que sera le futur de nos installations actuelles et le futur de nos installations en cours de construction ou en projet, en se projetant aux horizons effectivement 2050 voire 2100, puisque nous sommes sur des infrastructures du temps long, des barrages hydroélectriques qui sont l'ADN du groupe EDF, n'ont pas de fin de vie prévue, donc l'enjeu c'est bien de les accompagner dans le changement climatique. Les centrales nucléaires sont des actifs qui ont des durées de vie de 40, 50, 60, potentiellement plus. Et le programme de nouveau nucléaire en France va nous amener à exploiter des actifs à l'horizon 2100 et au-delà. Donc la compréhension de la science climatique est pour nous assez clé. Et pour revenir à ce que Mme Land disait à l'instant, l'idée ce n'est absolument pas de renoncer à l'atténuation du changement climatique en se préparant à s'adapter, hein. C'est bien, on le dit souvent, ça n'est pas de nous, c'est bien d'éviter l'ingérable et de préparer l'inévitable. Puisqu'effectivement on est déjà dans le changement climatique. Alors la manière dont ça se retranscrit au niveau du groupe, je pourrais faire une petite pirouette en vous disant que en fait, le risque d'adaptation au changement climatique, il fait partie des 7 grands risques du groupe EDF dans sa cartographie des risques. Je pense que la plupart des organisations entreprises notamment ont des cartographies des risques avec des risques prioritaires. Nous on a un top 7 et dans le top 7 on a le risque d'inadaptation du système à l'accélération du changement climatique. Et je vais revenir sur ces mots parce qu'ils sont importants. Donc ça veut bien dire qu'on évalue le risque climat au plus haut de tous les risques auxquels on est confronté. 100% de notre activité dépend du temps, de la météo, des variables climatiques, à la fois côté production et côté de la demande, hein. On est dans un marché, le marché de l'électricité, la demande en électricité est étroitement corrélée à un certain nombre de variables météorologiques, notamment la température. Donc c'est un petit peu dans notre ADN de travailler avec les variables climatiques et de concevoir nos installations, nos activités en fonction d'un certain nombre d'aléas climatiques. Plus précisément, 90% de notre production d'électricité en France est dépendante directement ou indirectement de l'eau et de la ressource en eau. On revient à la question de l'eau qui est vraiment clé et centrale, soit la production hydroélectrique, soit la production nucléaire. Donc, vous nous direz comme tout à l'heure comment vous vous adaptez, ou vous prévoyez de vous adapter, mais sur ma première question, doté de vos outils d'observation et de calcul, que vous avez le sentiment que le dérèglement climatique, vous avez parlé d'accélération. On a cette impression, hein, quand on est un simple citoyen, il suffit d'allumer de n'importe quel réseau social, la télévision, ou d'ouvrir un journal ces derniers temps. Enfin, on n'entend que ça. Le dérèglement climatique s'accélère. Est-ce que vous l'anticipez et comment? Est-ce que vous le mesurez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce fait, subjectif, ressenti? Quelle en est selon vous la réalité? Est-ce que la réalité va plus vite que vos modèles? C'est très bien chorégraphié puisque j'allais y venir. Pardon. Effectivement, c'est nos modèles. Nous, on utilise les modèles du GIEC, hein, pour être très très clair. Donc on a la capacité de sélectionner les modèles. Le GIEC, c'est plus de 100 modèles.
qui travaille sur 4 grands scénarios structurants. Donc ça fait un nombre de combinaisons assez significatif quand on prend en compte toutes les variables climatiques sur le climat moyen, sur les extrêmes. Donc il faut faire un choix. Notre service climatique a la possibilité, a la capacité d'aller choisir. Nous on choisit 19 modèles et donc on travaille sur des couples modèles-scénarios pour projeter les futurs possibles. Mais sur cette base-là, on voit qu'effectivement le changement climatique observé dépasse ce que les modèles pouvaient prévoir sur un certain nombre de variables climatiques. Pas nécessairement sur la température moyenne, où les modèles sont finalement assez précis, mais sur un certain nombre d'autres variables climatiques, notamment dans les extrêmes, on voit bien que la réalité est en train de dépasser ce que tous les modèles pouvaient prévoir, en tout cas la plupart. Donc ça veut dire que, et on le voit en ce moment, hein, le futur, c'est l'instabilité. On est en train de vivre une transition entre un climat qui était relativement stable, surtout dans nos latitudes, un climat qui est beaucoup plus instable. Et donc ça veut dire que l'enjeu, c'est pas de s'adapter à une tendance, mais c'est de s'adapter à un nombre de futurs possibles ou un nombre de configurations qui va être beaucoup plus grand, notamment vers le plus chaud, notamment vers le plus intense, mais tout en gardant la capacité de faire face à des situations auxquelles on fait face aujourd'hui. Si je reviens sur la question de la consommation d'électricité, on voit bien qu'on devra pouvoir faire face à l'avenir encore à des situations de froid extrême assez prolongées en hiver, et donc le système électrique devra pouvoir continuer de faire face à ce genre de situation. Donc je pense que pour conclure sur votre question, on ne cessera jamais de se préparer. L'enjeu, c'est plus celui de l'adaptabilité et de conserver une certaine agilité pour faire face à des futurs qui sont finalement, malgré la profusion des modèles que l'on a, assez encore incertain aujourd'hui. Je vous remercie, c'est très intéressant. Antoine de Roquigny, donc la SNCF est confrontée elle-même à des risques. Vous en parlerez tout à l'heure en parlant de la façon dont vous prévoyez de vous adapter et à quels risques. Mais votre appréciation là aussi de l'exposition de l'outil industriel de la SNCF, qui, comme celui d'EDF, présent sur tout le territoire, dans des configurations très très variées. Est-ce que vous estimez là aussi qu'il y a une urgence qui se manifeste? Alors, on a parlé d'instabilité, d'imprévisibilité, ou voire d'accélération. Quels sont vos mots à vous? Le chemin de fer est exposé depuis sa création aux événements climatiques, que ce soit le vent, que ce soit l'eau, que ce soit le feu, la chaleur, c'est évident. Ce qu'on constate évidemment comme tout le monde, c'est que l'intensité et la fréquence ont déjà commencé à augmenter. S'il y a des gens qui habitent ici à l'est de Meaux et qui ont voulu venir en train, c'est pas possible, puisqu'il y a un talus qui s'est affaissé suite à la tempête de Kirk il y a quelques jours. En Occitanie ce matin, il y a des trains qui ne roulent pas parce qu'il y a des alertes météo, des risques de chute d'arbres et qui peuvent interrompre le trafic. Donc c'est des choses qu'on connaît déjà et on le sait, ça va s'intensifier. Après, alors, la réalité ira plus vite que notre capacité de nous adapter. Il y a plus de 30 000 km de voies, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres d'installations électriques, de câbles, 3 000 postes d'aiguillage, 27 000 bâtiments. Enfin, le chantier est absolument colossal. Et donc, évidemment, on peut atténuer la difficulté, comme ça a été dit, c'est qu'il y a de multiples scénarios. Et donc, on a commencé des travaux d'évaluation pour voir quels sont les bâtiments, les installations, les ouvrages qui sont les plus exposés à ça, quelle est leur vulnérabilité. C'est un travail qui est en cours, mais qui est absolument titanesque, compte tenu de l'ampleur de notre parc industriel. Notre parc industriel est d'ailleurs nécessaire à l'exploitation du chemin de fer, à un poste d'aiguillage. S'il prend feu, si les argiles évoluent et que le bâtiment est menacé d'effondrement, c'est le trafic ferroviaire qui peut être interrompu. Donc l'ampleur de la tâche est absolument considérable. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'ira pas assez vite, ça c'est évident. D'autant plus que ça coûte beaucoup d'argent. Et qu'aujourd'hui, on le sait, le système ferroviaire, c'est douloureux à entendre, mais il est sous-financé et qu'on n'a pas aujourd'hui la capacité, on le sait, à tout faire. Donc il va falloir s'adapter, se préparer et atténuer l'impact de ces dérèglements. Ouais. Vous allez nous en parler plus précisément. Hélène Pesquine, donc, votre opinion sur cette accélération et la façon dont on peut y faire face?
Mais d'abord sur l'accélération elle-même, est-ce que vous avez ce même sentiment ou conviction? Oui, alors peut-être d'abord pour répondre à l'envers sur la question du temps, je crois que de toute façon on n'a pas le choix. Donc voilà, on voit bien d'ailleurs que les opérateurs sont alignés pour essayer de répondre à l'urgence, parfois un peu de manière désordonnée ou en fonction des crises qui se déclarent d'elles-mêmes, mais en réalité on est tous là dans un moment où on n'a plus du tout le choix que de s'adapter à des effets qu'on mesure tous les jours, à la fois en tant que citoyen, en tant qu'organisme institutionnel, en tant qu'élus locaux, en tant qu'entreprise, bien entendu, ou opérateur de réseau. Donc on est maintenant dans une obligation en fait ardente d'aligner et de mettre des solutions en œuvre, à la fois pour la décarbonation, pour l'adaptation aux effets du changement climatique, pour la protection du vivant, dont on mesure aussi à quel point elle est importante pour notre avenir commun, et de plus en plus avec les enjeux géopolitiques qui s'ajoutent à tout ça, vers la sobriété de notre besoin en ressources qui se traduit par l'économie circulaire ou une manière différente, disons, de ponctionner sur les ressources. Quand on met effectivement bout à bout tous ces enjeux, moi je crois d'abord pas qu'ils sont opposés les uns aux autres. Je pense qu'il y a énormément de solutions qui sont mises en œuvre, notamment par les opérateurs qui sont représentés ici, mais également tous nos autres partenaires qui ont des co-bénéfices en réalité en matière d'adaptation au changement climatique, mais aussi par exemple aux enjeux de pouvoir d'achat ou au vieillissement de la population. Quand on intervient sur la qualité énergétique des bâtiments, on répond de concert à ces différents enjeux. Quand on travaille sur la renaturation des littoraux, par exemple, pour lutter contre les effets de houle, on travaille aussi sur l'amélioration de la biodiversité littorale. Quand on travaille sur les îlots de chaleur urbains, on améliore la capacité du sol à absorber de l'eau. Donc finalement, on arrive à mettre en avant des solutions qui ont des co-bénéfices et qui donc répondent finalement de concert à ces différents enjeux. Puis peut-être en deuxième point, et je mets en avant la nouvelle maison, la maison qui vient de m'accueillir, il y a besoin dans ces moments d'urgence climatique et de nécessité d'aller vers la neutralité carbone, d'avoir à la fois une vision globale et une vision locale. Alors je prends un exemple très connu du local au global, mais en réalité, ça se traduit par des outils, et notamment ceux du CEREMA, d'observation au niveau national et d'adaptation, pas seulement à des effets, mais d'adaptation au territoire, aux enjeux locaux de ces différents outils qui permettent à la fois d'appréhender sur une collectivité donnée, un territoire à l'échelle d'un SCOT ou d'un bout du littoral, quelles sont les priorités d'intervention, et de donner à voir aussi à l'ensemble de la communauté nationale l'observation des effets du changement climatique. Et on a plusieurs outils qui ont été médiatisés ces derniers mois. Vous avez sans doute vu le travail sur le croisement entre les données de retrait du trait de côte et de l'immobilier concerné. Ça permet aussi de donner des actes prioritaires d'intervention. Là où, par exemple, l'immobilier concerné concerne des personnes plus pauvres, c'est des résidences principales et des résidences secondaires. Voilà, on arrive à partir de ces outils d'observation qui nous sont commandés par le ministère de la Transition écologique, dont on est un des opérateurs, à voir des solutions de priorisation en termes d'action publique. Alors évidemment, après, c'est coûteux d'y aller, et puis il faut adapter encore une fois, territoire par territoire, chacune de ces types d'interventions. Mais voilà, on a aussi, avec cette double gouvernance du CEREMA, qui a donc la tutelle à la fois des collectivités locales et de l'État, une capacité à articuler ces échelles, et ça me paraît absolument fondamental pour répondre aux enjeux d'adaptation. Et vous avez parlé d'outils, confirmez bien que, comme le dit Alexandre Marty, à un moment donné, il faut intégrer l'incertitude dans les modèles. Oui, tout à fait. Alors, on a besoin d'intégrer l'incertitude, mais on a aussi besoin d'une compétence technique assez précise. Oui. Et justement, elle permet de réduire en partie l'incertitude parce qu'on sait un peu mieux de quoi on parle. Et j'en veux pour preuve au CEREMA. Alors, je dis souvent depuis 15 jours que je suis revenue au ministère de l'Équipement. Ça fait un peu sourire. Mais en réalité, les métiers du CEREMA, c'est vraiment les routes, les infrastructures, les ports, les ponts, les bâtiments, les réseaux. Voilà, c'est le monde de l'équipement, celui qui aujourd'hui est menacé, d'ailleurs vous le dites très bien sur le réseau ferroviaire, par les effets très, très accélérés et très rapides du changement climatique. Et donc cette expertise technique dont l'ADEME dispose aussi sur les sujets plus énergétiques notamment, elle est très précieuse aujourd'hui pour essayer d'entretenir, de réparer, de maintenir, de préserver ou de protéger cet équipement. La France est un pays qui est globalement aménagé et équipé, mais l'enjeu de demain, c'est vraiment de tenir cet équipement qui est aussi une forme de solidarité nationale face à ces nouveaux enjeux.
Costa Castrinidis, je voudrais avoir votre avis sur cette question, même si, bien sûr, la Banque des Territoires n'intervient pas directement, mais c'est une de ces lignes d'intervention, hein, l'adaptation au changement climatique. Votre directrice du réseau le rappelait la semaine dernière, au congrès des élus des entreprises publiques locales. Donc, bien sûr, vous le prenez en compte. Pour cette question qui, effectivement, nous, en tant que banquiers d'intérêt général, nous mobilise en réalité depuis de nombreuses années et traduit finalement la préoccupation des secteurs qu'on accompagne. Je le rappelle, la Banque des Territoires, elle finance massivement la construction de logements sociaux, leur rénovation, elle finance les opérations d'aménagement, elle finance les projets portés par les collectivités locales, notamment les projets liés à la transformation écologique. Et c'est vrai qu'on a perçu la courbe d'apprentissage que chaque intervenant a décrit dans son intervention. On a commencé dans les années 2000 à beaucoup accompagner ces secteurs sur la question de l'atténuation, évidemment sur le bâtimentaire, beaucoup sur la question thermique, de l'efficacité énergétique. On a travaillé beaucoup aux questions d'artificialisation, à la question de la décarbonation dans le cadre de la SNBC et des objectifs européens. Et aujourd'hui, ce qu'on voit vraiment monter avec une très forte intensité, c'est la préoccupation des risques climatiques sur les actifs existants. Je dirais que suite d'ailleurs à la crise énergétique qui a mis beaucoup l'accent sur la question des réductions de consommation énergétique et de l'isolation des bâtiments, une fois que ce choc s'est un peu retiré, aujourd'hui la grande préoccupation qu'on perçoit chez les acteurs territoriaux, chez les élus locaux, c'est la question du risque climatique. Donc ce qui est une manifestation de ce que vous indiquez, c'est qu'on a d'ores et déjà des réalités, des projets sur lesquels nous on apporte des financements pour mitiger ce risque, des déplacements d'actifs, des protections face à la question du trait de côte, des investissements sur les gonflements argileux. Donc on a de plus en plus de projets d'investissement qui voient le jour et qui sont suffisamment matures pour aller rechercher un financement dédié. Alors le petit point d'attention par rapport à cela, et c'est je pense un sujet important, c'est que le fait qu'on ait beaucoup traité, je trouve, de manière un peu séquentielle ces questions, la question énergétique, la question du carbone et maintenant la question du risque climatique, crée quand même une complexité dans les choix d'investissement. C'est-à-dire comment construire, comment aider les acteurs, les décideurs à construire un plan d'investissement qui tienne compte des bonnes priorités. Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent pour préparer la résilience des actifs ou en mettre plus sur la question des gaz à effet de serre ou en mettre plus sur la question thermique ou bien sur le développement d'activités. Et cette difficulté de priorisation, je pense, doit nous guider dans les solutions qu'on met en œuvre pour apporter un éclairage, une aide à la décision. Et ça ne passera, et ça fait le lien, je pense, avec la deuxième étape de notre échange, que par une très grande coopération des acteurs, puisqu'on est, alors nous, encore moins sachants que mes partenaires de table ronde, mais on a besoin des compétences et des expertises de chacun pour vraiment décider des bonnes décisions d'investissement, faute de quoi on va se retrouver avec ce qu'on a pu vivre parfois du côté du logement social notamment, où on a beaucoup subventionné l'installation du gaz dans les bâtiments pour finir ensuite par financer et subventionner le retrait du gaz de ces mêmes bâtiments. Et ça, c'est pas il y a 50 ans, c'était dans les années passées. Donc on a vraiment besoin d'une forme de consensus et de stabilité face aux incertitudes que vous décriviez sur les choix et les politiques d'investissement. Oui, ce qui renvoie la balle aux acteurs, et d'abord aux acteurs publics, hein, puisque ce sont eux essentiellement financés, même s'il faut financer beaucoup d'entreprises privées également. Aujourd'hui, vous diriez que ce que Gisèle Rosamignot appelait une offre intégrée pour l'adaptation au changement climatique, est-ce qu'elle reste malgré tout séquentielle ou est-ce que d'ores et déjà vous arrivez à avoir une approche globalisante ? Alors on a beaucoup travaillé, comme Gisèle effectivement l'indiquait la semaine passée, notre directrice du réseau, à avoir une approche la plus intégrée possible avec finalement trois grands piliers d'intervention.
un volet ingénierie extrêmement important. Sur la question de l'adaptation, du risque climatique, on est encore dans beaucoup de territoires dans une phase amont de définition des diagnostics et des priorités d'action. Et cette phase, elle nécessite une grande mobilisation de l'ensemble des outils existants et donc beaucoup d'ingénierie. Donc nous, on apporte des crédits d'ingénierie, que ce soit en finançant des études, mais que ce soit également en apportant des outils d'aide à la décision, en nous appuyant sur la data science. On est convaincu que des outils d'intelligence artificielle et de data science aujourd'hui sont une des solutions pour nous permettre d'accélérer les prises de décision. L'exemple le plus réussi de cette démarche, c'est un outil qui s'appelle Prioreno Logement Social, qu'on a déployé avec nos partenaires GRDF et Enedis, et en lien avec l'État. C'est un outil qui permet à la fois de travailler à la question de la consommation énergétique des bâtiments, des logements sociaux, à la question de la décarbonation et du potentiel de décarbonation, et dans lequel on est en train d'insérer les questions de risque climatique. Donc on va de la question finalement du potentiel de raccordement à des réseaux de chaleur urbains, par exemple, jusqu'à aujourd'hui la question des gonflements argileux, de nous appuyer sur les travaux qui ont été menés sur le risque de submersion, le trait de côte, pour vraiment modéliser l'impact sur le parc social. Et cet outil, c'est un outil qu'on développe avec l'Union sociale pour l'habitat, qui va devenir un outil de référence pour les bailleurs sociaux, mais qui permet justement d'avoir une vision globale des enjeux, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment sur le volet adaptation. L'étape dans laquelle on est aujourd'hui encore beaucoup, c'est ce travail d'ingénierie. Ensuite, on a développé des financements, ça a été dit par mes collègues, on a un enjeu d'investissement colossal sur ces questions, et évidemment la question de trouver les sources de financement et le cas échéant les financements les plus innovants pour pouvoir y répondre est un sujet qui, en tout cas, nous mobilise beaucoup et je pense doit mobiliser énormément les financiers à l'heure actuelle, puisque ce sont des opérations où bien souvent il n'y a pas de modèle économique intrinsèquement, où il peut y avoir des externalités positives, où il peut y avoir évidemment des bénéfices environnementaux, mais où très souvent, on a le cas sur les déplacements de logements qu'on a financés, bien évidemment on est plutôt proche d'une logique assurantielle, et sur laquelle on a encore pas mal de travail, je pense, notamment avec le secteur assurantiel, pour trouver un équilibre macroéconomique global sur ces risques-là. Mais ce financement, alors nous, c'est basé sur le modèle de la Banque des Territoires, de la Caisse des Dépôts, qui est basé sur notre épargne. Donc l'épargne réglementée de nos concitoyens, elle nous permet de faire des financements qui peuvent aller jusqu'à 80 ans sur la question du foncier. Et c'est vrai qu'on a beaucoup lutté avec nos tutelles qui nous ont suivis sur ce volet-là pour pouvoir apporter des financements jusqu'à 80 ans aux acteurs publics sur des questions qui sont des questions liées à l'adaptation au changement climatique. Protéger la biodiversité, protéger les ressources en eau, travailler à de la renaturation foncière. Tous ces sujets-là étaient vraiment pas intuitifs et on a réussi à obtenir ces financements-là et ils commencent à se déployer. Et c'est cette approche qu'on déploie sur le logement social. Et puis pour conclure, on a aussi un autre terrain de jeu qui me tient à cœur, qui est la question des écoles, des collèges, des lycées, des bâtiments scolaires. On a la chance de porter un beau programme qui s'appelle EduRénov, qu'on porte d'ailleurs avec le CEREMA, avec une quarantaine de partenaires, qui est un programme qui nous permet de travailler la question de que doit être finalement l'école de demain au sens énergétique, bien sûr, au sens carbone, mais aussi en intégrant la question des risques climatiques. Et on voit que c'est une très grande préoccupation aujourd'hui de nos élus, et ça, c'est un élément très encourageant, puisqu'il faut inscrire ces sujets tout au sommet des priorités d'action. Merci beaucoup. Alors, je voudrais rebondir sur cette approche globale que vous venez de décrire avant d'en venir aux démarches d'EDF et de la SNCF, avoir votre réaction, Hélène Pesquine et Patricia Blanc, sur la façon dont on peut aujourd'hui, on a compris comment la Banque des Territoires le mettait en place, accompagner le mouvement d'adaptation climatique, mais si j'ai bien compris, c'est dans une approche intégrée. Où on ne tient pas un objectif contre les autres. Ça a été bien expliqué par Costa, mais je pense que vous en êtes convaincu. Hélène, peut-être d'abord.
sur l'accompagnement. Avec plaisir. Alors peut-être avec des outils aussi. Vous nous posiez la question des outils. Je disais, on a des outils d'observation nationaux ou, même s'ils sont territoriaux, qui sont homogènes au niveau national. Par exemple, je pense à la cartographie nationale des zones climatiques locales qui nous permet de dire dans une ville donnée quelles sont les zones qui sont les plus vulnérables en termes d'effets du changement climatique. Ça, c'est typiquement un outil qui a été commandé par la Direction générale de la prévention des risques à l'échelle nationale, mais qui permet d'être décliné au niveau local et donc de penser une offre intégrée d'aménagement résilient sur un territoire. Mais peut-être en opposition, je dirais qu'il faut se méfier, enfin, moi je pense qu'au CEREMA, il faut se méfier de cette notion d'offre intégrée, bien qu'elle fasse partie de notre offre de service, parce que finalement, elle a tendance à transformer les experts en généralistes, ce qui n'est pas nécessairement notre vocation. Au contraire, je pense que nous, on a plutôt... on est une agence de spécialistes, en l'occurrence, même parfois d'hyper spécialistes. C'est très important d'ailleurs pour nos tutelles ministérielles dans le monde des infrastructures, dans la prévention des risques ou dans l'eau ou la biodiversité, d'avoir une capacité de réponse qui est techniquement plutôt spécialisée. Et donc l'offre intégrée, moi je la conçois plutôt comme un outil de croisement, de fertilisation croisée, comme on dit parfois, de croisement des expertises au service du projet. Et c'est là que je voulais en venir. Ce qui est très important dans le mode d'intervention des opérateurs et des agences, c'est cette capacité à faire projet autour d'un enjeu, de la description, d'un diagnostic précis de la question posée, qu'on s'adresse d'ailleurs à une entreprise ou à une collectivité locale. Je parlais tout à l'heure des collectivités locales, mais le CEREMA travaille aussi beaucoup avec les entreprises et même parfois construit des solutions avec le monde de l'entreprise. J'en veux pour preuve deux programmes qui sont parmi les nôtres. Un programme sur le retrait-gonflement des argiles qui est soutenu par le monde des assurances, enfin, en l'occurrence un groupe d'assurances, autour de solutions d'humidification des sols pour éviter que les maisons soient trop fortement impactées par les sécheresses. C'est typiquement un outil qui est à la fois à destination des collectivités qui voudraient déployer dans le cadre d'aménagement futur ou de réhabilitation, de rénovation de quartier, cette solution technique, mais c'est aussi un outil pour anticiper les effets socio-économiques de ces nouveaux risques et donc les risques financiers, y compris sociaux, que ça peut avoir d'avoir un risque qui augmente aussi rapidement et qui s'accélère aussi vite en matière de sinistres sur les bâtiments. Et pour revenir sur cette question du retrait-gonflement des argiles, qui est un sujet majeur, 10 millions de maisons concernées aujourd'hui, des territoires parfois concernés à 70% de leur périmètre communal, on a besoin d'aligner des géotechniciens avec le BRGM par exemple, des géotechniciens qui comprennent les évolutions de ces sols qui vont beaucoup plus vite que ce qu'on avait modélisé jusqu'à maintenant, donc il faut aussi faire de la recherche un peu fondamentale là-dessus, des spécialistes du bâtiment, des fondations, mais aussi des infrastructures, on en parlait sur le ferroviaire, et donc il faut arriver à mettre ensemble toutes ces expertises, mais pas nécessairement à les fondre, à les fusionner dans une offre qui serait justement trop généraliste. Autre exemple sur l'eau, avec Veolia, en l'occurrence, on réfléchit à la résilience des systèmes de distribution et de traitement de l'eau. Et là aussi, on est dans un modèle qui pense déjà, finalement, à l'évolution vers le modèle économique de la sobriété. C'est-à-dire comment est-ce qu'un délégataire de service public peut accepter que, finalement, la baisse des consommations soit un objectif. Alors qu'évidemment, le modèle économique de base, c'est d'augmenter les consommations pour augmenter les recettes. Et donc, on a besoin aussi de penser, y compris avec des outils technico-économiques, comment est-ce que, en fonction du diagnostic qu'on peut faire sur le besoin en eau d'un territoire, son évolution démographique, économique, etc., et la modélisation des ressources pour les 20 ou 30 prochaines années, comment est-ce qu'on transforme aussi ces outils technico-économiques. Et donc c'est très important pour le CEREMA à la fois d'avoir ce lien très fort avec les collectivités locales, mais quand même aussi un pied dans le monde économique ou parapublic, notamment des services techniques urbains. Alors, le CEREMA a lancé, mais je crois que c'est avec l'ADEME, vous allez nous en parler, une mission adaptation qui consiste à accompagner, je crois, une centaine de collectivités. En quoi est-ce que ça consiste exactement ? Qui veut nous en parler ? Vous êtes toutes les deux associés, mais pas seulement vous. Il y a aussi les agences de l'eau, d'ailleurs. Un clin d'œil particulièrement. Qui va en parler la première ? Hélène ? Je peux en dire un mot. Alors, ça permet aussi de valoriser le fait que, contrairement à ce qui est dit parfois, les opérateurs de l'État, dans les champs au sens large de l'aménagement durable et la transition écologique, ne sont pas les uns contre les autres, mais ils sont plutôt alignés pour essayer de favoriser une offre robuste de réponse aux attentes des différents partenaires publics et privés.
Sur l'adaptation, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu une très forte incitation du ministre Christophe Béchu à penser réellement le monde, la France à plus 4 degrés. Et donc, cette question de l'adaptation à court terme, et donc les différents opérateurs techniques se sont mis au travail pour réfléchir à ce que pourrait être une offre justement de diagnostic et de solutions d'intervention pour l'adaptation au changement climatique des collectivités locales. Donc on attend, comme vous l'avez dit, maintenant la publication du PNAC qui est un peu le point de départ, on va dire, de cette nouvelle stratégie nationale, et on propose une offre finalement commune, ADEME-CEREMA, une offre finalement à des collectivités volontaires de diagnostic et de stratégie d'intervention pour l'adaptation au changement climatique. Cette offre est prête. Elle n'est pas tout à fait financée aujourd'hui, comme vous l'avez compris. Donc on espère qu'en plus des annonces sur le plan lui-même, il y ait des annonces sur la manière dont on va pouvoir mettre en œuvre ce programme, puisqu'il faut quand même le financer et aider les collectivités à s'engager dedans. Peut-être que la Banque des Territoires, d'ailleurs, je le redis, peut nous soutenir là-dedans. Mais l'idée est aussi d'apprendre ensemble. C'est-à-dire qu'on est, comme vous disiez, il y a beaucoup d'incertitudes finalement dans les effets du changement climatique. Il faut aussi être relativement modeste, et c'est pour ça que le panel de ces peut-être 100 territoires adaptés au changement climatique nous est précieux. Il faut essayer de comprendre aussi quelles sont finalement les spécificités de certains types de territoires, petites, moyennes, grandes villes, littorales, montagnes, zones industrielles, pour après construire ce que pourrait être une stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. Donc il y a aussi là encore un côté de réconciliation entre une réalité locale et un enjeu national, voire international. Mais avec des outils adaptés. Vous allez dans le même sens que ce que disait Costa Katrinidis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, la question de la mobilisation des datas, de leur mise en œuvre, de l'analyse est cruciale. C'est le premier pas dans l'accompagnement, peut-être, des territoires. Oui, peut-être avant de laisser la parole à Patricia qui va compléter, mais par ailleurs, le CEREMA a mis en place un centre de ressources, en fait, qui s'appelle le CRAC. Voilà, faites bien de m'y faire penser, j'allais oublier. Centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique, qui est aussi le lieu de ressourcement autour des enjeux de l'adaptation, à la fois territorialisée et sectorielle, au sens des différents métiers qui sont impactés par le changement climatique. Voilà, comme on en connaît d'autres, mais un portail qui est vraiment dédié aux enjeux de l'adaptation. Patricia Blanc. Ces sujets. Oui, moi, tout a été dit par Hélène, donc je ne vais pas paraphraser, mais ce qu'elle a dit est extrêmement important, et c'est important de l'avoir en tête aujourd'hui. Si l'État a créé des agences, c'est pour leur donner ce qu'on appelle le principe de spécialité et vraiment des compétences hyper spécialisées dans un certain nombre de domaines. Et donc, Hélène a bien dit, CEREMA, infrastructure, risque, aménagement. Côté ADEME, ça va être énergie, déchets, sol pollué, qualité de l'air. Côté eau, c'est facile, les agences de l'eau. Côté biodiversité, l'Office national de la biodiversité. C'est pour se doter de capacités vraiment de compétences et de massification qui est nécessaire au regard des enjeux. Plus on cherche à intégrer ces spécialités entre elles, plus on arrive à des démarches qui finalement sont un peu coupés du réel et qui sont un peu trop théoriques, alors que les enjeux, ils sont effectivement très réels, très techniques. Il y a des solutions. En général, on connaît les solutions. Souvent, à la fois, on est dans des logiques de d'essaimage, de massification de solutions existantes, d'imaginer aussi des solutions de demain, parce que, comme l'un des intervenants a dit, on ne va jamais arrêter de s'adapter, il faudra rester agile. Et ça, c'est vraiment le domaine, on va dire, de référence des opérateurs dans leur domaine de spécialité, d'arriver à faire de la massification, de la diffusion de solutions et d'imaginer les solutions de demain. Pour autant, et en matière d'adaptation au changement climatique, c'est vraiment là que c'est le plus évident, tous les interlocuteurs de l'État se rendent compte qu'il peut y avoir une profusion d'offres. Voilà, le CEREMA a parlé de ses outils. Je ne vais pas détailler ceux des agences de l'eau, mais je pourrais, ceux de l'OFB, ceux de l'ADEME. Je vais quand même détailler ceux de l'ADEME parce que je suis là pour parler de l'ADEME, mais vous connaissez sans doute le fonds Friche, qui est le fonds qui cherche à réhabiliter, qui permet de réhabiliter des friches et notamment de reconquérir du foncier en ville, ce qui est extrêmement important pour éviter notamment d'artificialiser encore plus de sol. Donc on a aidé 2000 projets au titre du fonds Friche. On a le fonds Chaleur qui a permis de massifier en 15 ans, vraiment de faire... Alors, monsieur a dit, oui, mais il y a des allers-retours entre gaz, chaleur renouvelable. Les solutions de chaleur renouvelable, elles sont sans regret pour beaucoup de raisons que je ne développerai pas aujourd'hui, mais aussi pour certaines, elles permettent aussi de faire du rafraîchissement de bâtiments. Elles ont aussi un rôle à jouer dans l'adaptation. On a d'autres outils que je ne vais pas développer, mais
Et c'est logique, Météo France a développé des outils de diagnostic très simples en ligne sur les conséquences météo sur l'activité d'une entreprise, d'une collectivité du changement climatique. Il est normal que les acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, développent leurs outils face au changement climatique. Et heureusement, parce que le changement climatique, c'est pas une politique en soi, c'est notre environnement qui change et ça impacte tous les domaines d'activité, donc ça impacte forcément tous les acteurs. Mais pour autant, il faut qu'on s'organise entre nous, et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec les collègues du CEREMA, pour réduire cette complexité pour les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui se tournent vers l'État. Et donc on essaye de créer cette notion. Alors, c'est un petit peu galvaudé de dire guichet unique, mais c'est un peu ce que ça cherche à faire, c'est-à-dire d'avoir un service qui met en commun les compétences de plusieurs opérateurs de l'État autour du noyau dur qui est formé par le CEREMA et l'ADEME sur l'adaptation. Mais vous avez bien compris qu'on mettrait autour de la table d'autres opérateurs qui sont aussi très présents sur ces sujets, pour qu'une collectivité, alors c'est un service qui sera à disposition plutôt des collectivités, pour qu'une collectivité qui se pose des questions, pour savoir par quoi je commence, quelles sont les conséquences sur mon territoire et où est-ce que je vais trouver de l'aide au sein de l'État, puisse s'adresser à un service qui intègre l'ensemble des offres de l'État et qui puisse accompagner, pour le compte de tous les opérateurs de l'État, une collectivité, éventuellement l'orienter vers un opérateur plus spécialisé sur telle ou telle thématique, voire vers un opérateur privé. Voilà. Donc c'est un service qui essaye de réduire la complexité pour les acteurs, que nous avons proposé au ministre, qui commence déjà à essayer de faire la preuve de son utilité, et c'est bien normal, et évidemment dont l'ampleur sera dépendante des moyens qu'on pourra y consacrer. Mais c'est une urgence impérieuse pour nous de réduire la complexité de l'offre de l'État vis-à-vis des acteurs, et on voudrait vraiment commencer à le faire par l'adaptation au changement climatique, parce que ça concerne beaucoup de départements ministériels. On n'a pas parlé du ministère de la Santé, qui est évidemment très concerné, et pas seulement dans le champ, bien entendu, des ministères, on va dire, ex-équipement, pour reprendre les termes d'Hélène, et écologie. Ça déborde largement l'ensemble des départements ministériels. Et l'offre de l'État, à défaut d'être unique, parce qu'elle ne pourra jamais être unique, qu'elle puisse être claire, lisible et à disposition des acteurs. Hélène, un complément, Hélène Pesquine. Juste pour compléter, au-delà de ce programme vraiment très ambitieux et important de la mission adaptation, on a quand même l'expérience de programmes qui ont été, notamment via le plan de relance, qui ont été construits et conduits par plusieurs opérateurs alignés. Je pense au programme sur les décharges littorales. On a réussi à détruire, en tout cas à supprimer un certain nombre de décharges littorales dans l'alignement des compétences du BRGM sur le constat du problème littoraux par littoraux, avec l'expertise et les moyens de l'ADEME sur la question de la pollution elle-même, et puis des interventions sur le littoral qui relèvent plutôt de l'aménagement du territoire et des questions d'équipement qui ont été prises en charge par le CEREMA. Pour les collectivités concernées qui ont eu droit qui ont bénéficié de ce programme sur les décharges littorales, c'était transparent, qu'elles voyaient qu'elles avaient droit au programme des décharges littorales et que le projet était fait. Qu'à la fin, elles étaient débarrassées de cet enjeu qui est très important, puisqu'en fait, elles sont grignotées par la mer. Donc on a beaucoup d'endroits où les déchets se retrouvent dans la mer à cause de ces anciennes décharges isolées ou perdues de vue sur le littoral. Et donc tout ça pour dire qu'on sait, quand on en a besoin, aligner les opérateurs sans donner l'impression d'une confusion ou d'une difficulté à agir. Et je pense que c'est un apprentissage aussi pour nous, et dans la durée, on le fera sur d'autres programmes. Peut-être si je peux rebondir dessus, et après promis, on arrête le ping-pong, mais c'est pour rendre plus vivante la table ronde. Sur les décharges littorales, un excellent programme qu'a cité Hélène, on a une vraie difficulté de démarrage. On a financé énormément d'études, mais très peu de phases travaux. Et c'est l'occasion de le dire, si jamais certains d'entre vous, vous êtes sur le littoral. L'État a mis en place ce plan vraiment pour permettre aux collectivités d'anticiper les conséquences du recul du trait de côte sur un certain nombre de décharges qui sont plus exploitées depuis très longtemps. Le budget est là. Il est encore pas suffisamment sollicité sur les phases de travaux, mais je suis très contente de dire que le conseil d'administration de l'ADEME a validé hier la première tranche de travaux d'une décharge emblématique au Havre, la décharge de Dolmar, qui est vraiment la décharge pour laquelle on avait construit ce plan de décharge littorale il y a un an, parce que des tempêtes, très concrètement, avaient commencé à disperser des déchets dans la mer. Donc des conséquences du changement climatique qui sont déjà très concrètes et très visibles, la réouverture d'anciennes décharges qu'on espérait fermer pour toujours et qui se retrouvent mises à nu par le changement climatique. Certains d'entre vous interviennent dans ce domaine. Vraiment, on a du mal à passer des études aux travaux. On comprend pourquoi, c'est compliqué. Mais comme l'a dit Hélène, l'État s'est organisé pour accompagner les acteurs sur ce sujet. Donc
vraiment, profitez-en. Très bien, merci. Ouais, ça fait de très bonnes images pour mes confrères des journaux télévisés locaux, effectivement. Alors, je voudrais qu'on en vienne aux opérateurs. SNCF Immobilier, donc, qui est une partie du plan d'adaptation de la SNCF, et l'EDF. Peut-être vous, Antoine de Roquigny, pour commencer, où est-ce que vous en êtes de l'engagement de l'adaptation au changement climatique du très important parc et varié, vous en avez dit un mot tout à l'heure, à la tête duquel est la SNCF pour rendre un service public? On a déjà commencé effectivement depuis plusieurs années à travailler dessus. Quand on construit de nouvelles infrastructures ferroviaires, on est obligé d'intégrer le cycle de l'eau, de voir comment elle va s'écouler. Évidemment, quand on rénove ou quand on construit de nouveaux bâtiments ou de nouveaux logements, parce qu'on est aussi opérateur de logement social, évidemment, ça fait quelques années quand même qu'on a déjà intégré ça dans nos travaux. Après, ce qu'on n'a pas fait, mais ce qu'on est en train de faire, c'est, comme j'ai dit, d'évaluer la vulnérabilité de l'ensemble de nos équipements, de nos bâtiments, de nos installations. C'est un travail qui est en cours, de mesurer la sensibilité et le degré d'exposition. Puis après, il faudra passer à la caisse, si je puis dire, et puis évaluer combien ça coûte et le temps qu'il faudra pour mener tout ça. Les expertises, on a besoin d'expertise pour évaluer, pour faire les scénarios, pour trouver aussi des solutions techniques. Est-ce qu'on peut avoir de nouvelles formes de caténaires qui sont plus résistantes au vent, à la chaleur, les installations électriques, comment faire en sorte qu'elles soient aussi plus résistantes à la chaleur, au feu éventuellement. Après, ce qui manque, c'est le temps et les moyens. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, c'est quelles sont les priorités, combien ça va coûter, et ça c'est un travail qu'on va mener, on espère aboutir à la fin de l'année 2025, compte tenu de l'étendue du parc et des installations. Alors, si je peux rajouter quelque chose quand même, parce qu'on parle beaucoup de bâtiments, il y a aussi la question des personnes qui travaillent dans les installations. Parce que nous c'est notre problème, et je pense que c'est le problème pour plein d'autres entreprises. Quand nos hommes et les femmes qui travaillent le long des voies ferrées, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on ne va pas climatiser la voie ferrée. Quand on travaille dans des bâtiments qui sont des vraies cathédrales avec 30 mètres de hauteur sous plafond, on ne va pas les climatiser non plus, surtout que c'est des bâtiments qui datent parfois du 19e siècle. Et donc c'est impossible à climatiser. Donc il y a aussi une dimension humaine à tout ça, c'est de savoir comment les personnes qui travaillent soit en plein air, le long des installations, soit dans les bâtiments, soit dans les trains aussi, sont protégés aussi de ces conséquences-là, et notamment de la chaleur, parce que faire des travaux de soudure dans un bâtiment non climatisé par 40 degrés, c'est pas le même travail. Être le long des voies, être le long du ballast qui réfléchit énormément la chaleur, il fait pas 40 degrés, il fait beaucoup plus chaud. On a besoin de porter des équipements de sécurité. Donc comment les tenues s'adaptent à tout ça? C'est aussi un enjeu très humain et qu'on a déjà aujourd'hui parce que le nombre de journées de chaleur augmente et qu'il faut d'ores et déjà s'y préparer. Donc, il y a la question bâtimentaire qui est importante, mais aussi la question des hommes et des femmes qui travaillent dans des conditions de plus en plus pénibles aujourd'hui. Oui, j'entends. Est-ce qu'il y a déjà des pistes de réponse? Parce que j'imagine bien des situations où, en période de très forte canicule, on va peut-être avoir des salariés de la SNCF dont les enfants ne vont pas aller à l'école parce que les écoles vont être fermées, et donc ils vont devoir rester chez eux, donc ils ne vont pas pouvoir prendre leur service. Donc il y a des risques peut-être de rupture du service public par effet cascade en quelque sorte. Est-ce qu'il y a déjà des réponses à cette échelle? Ça devient compliqué, je le reconnais, mais on va... Des réponses spécifiques là-dessus, non, mais effectivement, vous parliez des écoles tout à l'heure. Oui, les conséquences en chaîne de tout ça on n'a pas de plan là-dessus, mais évidemment, ça sera une contrainte, mais aussi rejoindre son lieu de travail. Enfin, il y a beaucoup de conséquences induites par tout ça, au-delà de conséquences sur le bâtiment, sur les installations. Aujourd'hui, quelle est l'ampleur de votre travail d'évaluation? Elle porte sur un patrimoine très important, vous avez dit aussi un nombre de personnel très important, et la SNCF recrute, il faut le signaler. C'est un peu un retour, une inversion de tendance, mais on a vu le succès du train, peut-être faire certaines directions littorales en particulier, mais enfin, en tout cas. Donc, quelle est l'ampleur aujourd'hui de votre tâche pour l'adaptation au changement climatique que la SNCF a en responsabilité? C'est un sujet qui est suivi au plus haut niveau, puisqu'il y a au niveau du président de la SNCF et du COMEX du groupe, il y a des réunions régulières pour rythmer le travail, pour évaluer. Comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui a été initié il y a maintenant à peu près un an et quelques, dans toutes ses dimensions. Je parlais de l'humain, j'ai parlé des voies ferrées, des installations électriques, du bâtiment, ça va de soi, de nos processus aussi. Je parlais tout à l'heure des risques de chute d'arbres. Il faut parfois qu'on adapte notre système d'exploitation
Au risque climatique, on parlait des alertes météo qui se sont effectivement nettement améliorées. Quand on a des alertes météo et des risques de chute d'arbres, on va interrompre les circulations avant de lancer les trains, je dirais, le long des voies, pour pas que les trains soient immobilisés, voire avec des risques de sécurité si les arbres chutent. Donc c'est aussi les processus d'exploitation qu'on doit adapter. On ralentit les trains quand il fait chaud, parce qu'il y a un risque de dilatation des rails. Donc c'est vraiment l'ensemble des dimensions. Donc ce travail-là, il est lancé sur toutes ces dimensions. Comme je vous disais, c'est un travail qui est extrêmement important, qui est devenu une priorité suivie au plus haut niveau du groupe par le président Farandou et par l'ensemble du COMEX. Et la feuille de route, c'est d'arriver plutôt en fin d'année 2025 à un plan chiffré. C'est une demande que nous ont faite le gouvernement, qu'a fait le gouvernement précédent, d'arriver à mettre des propositions sur la table et des chiffrages. Pour le moment, mais ça a été déjà un très gros travail. Vous avez fait le travail d'analyse de l'exposition au risque de l'ensemble de votre patrimoine et de vos personnels. C'est ça? Mais c'est déjà gigantesque. Moi, j'ai assisté à une présentation au dernier MIPIM sur ce sujet. C'est pour ça que je me permets de vous relancer. Je trouve ça déjà phénoménal. Oui, je vous dis, l'évaluation de la vulnérabilité est faite. Après, il faut prioriser. C'est-à-dire par quoi on commence. Quand vous avez des vieux postes d'aiguillage qui ont parfois plus de 100 ans, est-ce que c'est ceux-ci qu'il faut adapter en priorité compte tenu des risques, ou on sait que d'ici 5 ans, 10 ans, tout le système de signalisation va être modernisé, passer à des systèmes beaucoup plus concentrés, et donc il n'y a pas besoin, sauf que on va vivre pendant 10 ans avec ça. Quand il y a des ouvrages en terre, c'est quoi le système comment est-ce qu'il faut les consolider? On a besoin d'expertise technique, on a besoin de gens qui connaissent effectivement le cycle de l'eau, travailler parfois avec les agriculteurs qui sont les riverains des voies ferrées, pour qui labourent dans un sens et pas dans un autre, pour éviter que le sillon soit tracé perpendiculairement aux voies ferrées et que l'eau s'écoule sur les voies ferrées, mais plutôt de manière longitudinale. Donc voilà, on a besoin aussi d'expertise, ça a été dit par les deux directrices générales. Mais il faut prioriser, c'est quoi les installations qu'on doit traiter en priorité. D'accord. Vous êtes presque à la moitié du chemin. Alors, chez EDF, Alexandre Marty, où est-ce que vous en êtes de l'engagement de l'adaptation au changement climatique, du parc, des équipements et puis du futur? On a entendu parler de Gravelines il y a une dizaine de jours, voilà, parce que effectivement, il y avait des sujets d'inondation dans le Nord, mais... Alors, on travaille à plusieurs niveaux. D'abord, on travaille sur nos installations, effectivement, elles-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire d'un point de vue technique, d'un point de vue opérationnel, pour rendre nos installations plus résilientes, avec d'abord une première priorité, qui est un incontournable, qui est la sûreté. La sûreté de nos installations, que ce soit la sûreté nucléaire, la sûreté hydraulique, en lien avec nos autorités de sûreté, avec les services de l'État. Là, on travaille sur les scénarios climatiques les plus pénalisants, et l'enjeu, c'est bien d'assurer la sûreté dans toutes les situations que ces scénarios les plus pénalisants peuvent permettre de projeter. Ensuite, il y a un certain nombre de mesures sans regret. Je ne vais pas revenir sur ce que la SNCF a très bien dit sur l'enjeu de l'étude de vulnérabilité, les enjeux de priorisation. On essaye aussi de suivre le même chemin, et on regarde avec attention ce que la SNCF fait, parce que, comme vous l'avez dit, ils ont fait un travail impressionnant. Donc au-delà de ces études, on sait qu'il y a déjà un certain nombre de mesures sans regret que l'on peut prendre pour adapter nos différentes installations au changement climatique. Et puis après, effectivement, il y a un enjeu de priorisation, en fonction de ce que le système électrique va être également. On est exploitant d'un certain nombre d'installations qui sont des composantes du système électrique. Ce système électrique lui-même va évoluer en lien avec les trajectoires de transition énergétique, le mix énergétique va évoluer, et donc ce système électrique sous contrainte de changement climatique va fonctionner différemment de ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc un des enjeux pour nous, c'est de bien comprendre quel va être le rôle de chacune de nos installations dans le futur, dans ce paysage énergétique différent, dans un paysage climatique différent, par rapport au rôle de nos installations aujourd'hui, pour être sur le juste niveau d'adaptation, parce que en fait, on peut
très vite aller dans des voies d'adaptation technique qui sont possibles, mais qui coûtent très cher et qui vont finir par coûter très cher au système. Donc on a bien un enjeu de comprendre l'évolution du système électrique dans son ensemble, et tout EDF que nous sommes, on est une part importante du système électrique, on ne représente pas la totalité du système électrique, il y a un grand nombre d'autres acteurs qui composent ce système. Donc il y a bien un enjeu de coordination, enfin je crois que c'est un des thèmes qui revient dans cette table ronde, hein, la coordination entre acteurs du système électrique. Il y a un autre type de coordination, on l'a évoqué aussi, qui est très important, c'est celui de la coordination territoriale. On peut faire beaucoup de choses pour adapter nos installations au changement climatique, mais une centrale nucléaire, toute centrale nucléaire qu'elle est, ne pourra jamais être résiliente toute seule. Une centrale nucléaire, c'est finalement une installation qui est dans un territoire avec sa dimension sociale, avec sa dimension environnementale. Vous pensez à la dépendance à l'eau, notamment à la ressource en eau ? On peut penser à la dépendance à la ressource en eau et aux fonctions que les écosystèmes nous fournissent. Si on prend l'exemple d'une centrale nucléaire qui est dans les Ardennes, la centrale nucléaire de Chaux. Les Ardennes, c'est un territoire très fortement forestier, dont la forêt est soumise de manière très prégnante aux effets du changement climatique, qui dépérit, donc qui est fragilisé par le changement climatique, et cette fragilisation permet à des insectes ravageurs que sont les scolites vraiment d'attaquer les épicéas, et donc on assiste à un dépérissement accéléré de la forêt des Ardennes. Or, donc la forêt, c'est une partie de l'économie du territoire, mais la forêt, c'est aussi l'eau. C'est la régulation du cycle de l'eau, dont on sait qu'il est perturbé par le changement climatique, avec des épisodes de plus en plus extrêmes, de précipitations très significatives, comme celles qu'on vit en ce moment, et suivies potentiellement de périodes de sécheresse assez longues et intenses. En l'absence de forêt, on va subir encore davantage les effets de cette intensification. Vous voulez dire par défaut de la ressource ? Pardon ? Vous êtes confronté à un risque de défaut de la ressource en eau ? On est confronté à un risque d'instabilité de la ressource en eau. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Et donc, on a besoin de tous les moyens qu'on peut mobiliser pour réguler ce grand cycle de l'eau, et donc à commencer par conserver au maximum les écosystèmes qui participent à la régulation de ce cycle de l'eau. Donc, une des meilleures choses qu'on puisse faire en termes d'adaptation au changement climatique sur la centrale de Chaux, c'est de contribuer, en lien avec les acteurs des territoires, en lien avec l'ONF, à l'adaptation de la forêt ardennaise au changement climatique. Alors j'imagine que la question, par ailleurs, de la ressource en eau joue sur évidemment tout ce qui est retenue d'eau et production d'hydroélectricité. Vous l'avez cité tout à l'heure, mais quand vous parlez de la coopération à l'échelle territoriale, on imagine bien que vous êtes un des demandeurs de bénéficier de la ressource en eau versus les villes qui ont besoin d'eau potable. On voit aujourd'hui une jurisprudence se développer auquel sont confrontés les aménageurs et les promoteurs. On interdit aujourd'hui, la jurisprudence se construit très nettement là-dessus, pour interdire de nouvelles constructions, de nouveaux aménagements, de nouveaux développements urbains, s'il y a défaut de ressources, risque de défaut de la ressource en eau. Donc vous allez être confronté comme co-partie en quelque sorte exactement à ces mêmes sujets. Est-ce que vous avez localisé des secteurs ? Comment est-ce que ça rentre dans votre plan ? Alors effectivement, à travers le parc hydroélectrique, on est un acteur important de la gestion de l'eau en France. On gère des retenues qui représentent à peu près un tiers des stocks d'eau douce en France. Et ces aménagements ont été construits avec la vocation de produire de l'hydroélectricité. Et donc, leur coût d'exploitation, de maintenance
ne sont payés que par la production hydroélectrique, qu'on essaye d'optimiser. Le modèle classique pour optimiser une retenue hydroélectrique, c'est de stocker l'eau jusqu'au début de l'hiver, et puis ensuite d'utiliser cette eau en hiver pour faire face aux pointes de production d'électricité. Donc ça veut dire garder de l'eau en été, ce qui est très bien parce que ça a permis un développement du tourisme de lac en France dans beaucoup de régions. Donc on a toute une économie qui s'est développée autour des retenues hydroélectriques. Et donc cette économie-là est dépendante du fait que les retenues soient pleines en été. Mais effectivement, on le voit, il va être de plus en plus inacceptable socialement de garder l'eau dans les retenues en haut pendant que l'adduction en eau potable, pendant que l'irrigation, pendant que les usages industriels, et j'aurais dû commencer par les milieux aquatiques, souffrent en dessous. Donc on a bien un enjeu d'adaptation du modèle même d'exploitation de l'hydroélectricité en France, dont l'optimisation pourrait amener à être dégradée pour prendre en compte l'ensemble de ces intérêts. Donc ça veut dire on génère moins de revenus à partir de l'hydroélectricité et on rentre dans une sorte d'impasse économique. Donc on a encore une fois un nouveau modèle à inventer ensemble. On a travaillé dans un certain nombre de bassins, notamment sur le bassin de la Garonne, à faire évoluer le modèle, à réserver une partie des stocks d'eau pour les besoins des soutiens d'étiage, du soutien des usages de l'eau en aval, dans une logique un petit peu assurantielle, on le disait tout à l'heure, où finalement la collectivité va participer à couvrir une partie des charges de maintenance et d'exploitation de ces ouvrages hydroélectriques pour accéder à un certain volume qui est stocké dans les retenues et faire face aux situations difficiles. Quand les situations difficiles se révèlent, le stock est disponible, on le met à disposition. Et dans les années où la situation est moins tendue, eh bien finalement, ce stock n'est pas utilisé, mais on avait l'assurance qu'on pourrait l'utiliser si jamais la situation devenait vraiment tendue. Donc c'est un type de modèle sur lequel on est en train de travailler avec les acteurs, encore une fois, territoriaux. Je pense que c'est vraiment la clé, c'est de se dire qu'il faut à la fois construire une vision de long terme avec l'ensemble des acteurs du territoire et puis une relation un peu plus horizontale, un peu plus ouverte, où on partage nos vulnérabilités, on partage nos enjeux, on voit comment on peut solutionner tout ça ensemble, avec l'enjeu qui est celui au final de l'habitabilité des territoires. Je pense que c'est vraiment ça le sujet dont on parle. On a une responsabilité EDF, mais on a aussi une forte dépendance au fait que les territoires dans lesquels on est, dans lesquels on exploite nos installations, demeurent habitables sur le long terme, donc à la fois en termes de durabilité de l'économie et de durabilité des écosystèmes. Oui, ce qui vous amène à être un acteur impacté intervenant de façon large à l'échelle de ces territoires, ce qui est pour moi une grande nouveauté. D'apprendre que vous allez intervenir sur la forêt des Ardennes ou sur les cours d'eau qui alimentent la Garonne pour faire baisser la température moyenne en eau, parce que les centrales nucléaires sont aussi dépendantes à la température de l'eau. C'est quand même une nouveauté. Je ne sais pas si vous me démentirez, mais... C'est pas une nouveauté de penser la ressource en eau sur la durée. Comme je le disais tout à l'heure, 90% de notre production est dépendante de la ressource en eau. Donc c'est quand même un sujet qu'on ne découvre pas. Mais en tout cas... quand l'eau était plus abondante, le problème se posait avec moins de criticité. Et on pouvait peut-être le traiter un petit peu plus dans notre coin. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Oui. Alors, dernière question, parce que je voudrais rebondir sur un dernier point. Il y a un risque de rupture de la délivrance d'électricité, compte tenu de tous ces risques que vous évaluez? Un risque pour... je suis désolé, je n'ai pas entendu la... de délivrance de l'énergie, du niveau de production d'énergie nécessaire. Est-ce qu'il y a un risque que demain, par exemple, la SNCF soit confrontée à un défaut d'alimentation électrique ? Parce que les conditions climatiques auront fait que les employés de telle centrale sont chez eux et donc la centrale ne tourne plus. Donc
voilà, est-ce que ce risque est évalué, qui pourrait être le risque d'effet domino, je pourrais l'appeler comme ça peut-être? Ce risque, il est évalué, effectivement. Ça revient au point, un de mes premiers points du début de cette seconde intervention, c'est qu'est-ce qui se passe à la maille du système électrique. Et donc on travaille pour voir comment ce système électrique va évoluer et est-ce qu'on doit faire bouger, enfin quels paramètres on doit faire bouger pour maintenir la continuité de service et éventuellement évaluer si le niveau de service doit évoluer. Je crois que c'est quelque chose dont la SNCF parle très très bien. Donc nous, on est peut-être un petit peu en retard au niveau du système électrique. L'idée, c'est quand même dans un monde où l'économie va s'électrifier et on va dépendre davantage du système électrique, il faudrait, on a un enjeu à maintenir un niveau de service aussi élevé que possible à un coût acceptable pour la société. Et donc c'est bien ce meilleur optimum sur lequel on est en train de travailler, encore une fois, pas tout seul et sous la coordination des services de l'État. Très bien, merci. Je voudrais qu'on finisse là-dessus parce qu'il nous reste 1 minute. Bon, j'ai pas reçu de questions écrites, en tout cas, je ne sais pas s'il y a des questions urgentes dans la salle, mais moi j'aimerais bien quand même avoir votre avis à tous sur cette question qui peut-être obligerait à monter d'un cran dans ce que vous avez appelé la coopération nécessaire entre les acteurs, c'est-à-dire la prise en compte de ce risque d'effet domino entre vos différentes spécialités. Alors, je regarde Patricia Blanc parce que elle a été l'auteur notamment d'un rapport de benchmark international sur cette question en particulier de la fragilité des réseaux et des risques d'effet domino entre réseaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Patricia ? Alors sur ce sujet, on avait regardé en particulier le cas anglais, parce que les Britanniques sont ceux qui ont poussé le plus loin l'analyse avec une étude de vulnérabilité au changement climatique extrêmement riche, et notamment un groupe de travail avec les opérateurs de réseaux, énergie, télécom, et infrastructure et transport évidemment, pour travailler sur les effets dominos. Donc je cite l'exemple britannique parce que c'est celui qu'on avait trouvé comme le plus avancé, et notamment avec ce qu'ils appelaient des stress tests, qui étaient de pousser au maximum, parce que quand on dit à trajectoire à 4 degrés, on parle d'un scénario voilà, je ne vais pas le qualifier ni de pessimisme, mais on pourrait imaginer de pires scénarios, et dans le rapport du GIEC, il y a un certain nombre de scénarios qui vont beaucoup plus loin en termes de conséquences, et pour des infrastructures ou des réseaux qui sont particulièrement sensibles aux risques et qui ont des durées de vie longues, il est important de faire des stress tests, qu'on appelle des conditions aux limites. C'est donc de pousser plus loin et d'aller chercher des scénarios plus sévères de conséquences du changement climatique pour voir comment résistent nos réseaux. On a l'exemple, alors en France, de mémoire, j'ai suffisamment préparé cette table ronde, mais on avait un peu progressé sur ce sujet à propos de la crue centenale à Paris. Alors, l'impact du changement climatique sur la fréquence des crues à Paris, c'est un sujet que la science continue de travailler, mais il y a un vrai sujet. Vous connaissez la crue centenale, c'est la crue de 1910, celle qui a tous les ans une chance sur 100 ou un risque sur 100 de se produire, et qui va se produire, ça c'est certain, un jour. Et on est bien plus vulnérable à Paris qu'en 1910, à une crue d'ampleur 1910. Et notamment, on avait à l'époque pu travailler au ministère avec les opérateurs de réseau à ce qu'ils puissent échanger des cartographies. Ça a l'air simple de dire effet domino, mais derrière, c'est un travail technique extrêmement complexe. Oui, mais vous confirmez qu'on en est... Une grande sensibilité. Donc on en est au degré zéro, quasiment. Alors on va laisser vraiment les entreprises opérateurs répondre là-dessus. Moi, je ne pense pas qu'on soit du tout... Il y a un travail qui a été fait sur la crue centenale à Paris, il y a un travail qui est fait ailleurs, mais il y a clairement un exemple à suivre, notamment du côté britannique, sur la manière d'avancer sur ce sujet des effets dominos. L'effet domino, Antoine de Roquigny, Hélène, je ne sais pas. Alors, les interruptions de trafic à la SNCF, ça existe, hein, ça s'appelle des grèves, ça s'appelle des... Je ne sais pas si ça marche. Pardon. Merci. Oui, non. On connaît les incidents, les interruptions de trafic à la SNCF, ça s'appelle des grèves, ça s'appelle des lignes qui sont coupées par des incidents climatiques. Hein. Le trafic entre la France et l'Italie est interrompu depuis quand même près d'1 an, je crois, à cause d'éboulements de terrain. Après, on avait vécu à l'hiver 22-23 des alertes assez fortes d'RTE sur la disponibilité effectivement de l'électricité. Donc on avait, à la demande des ministères, travaillé sur quels seront les trains qui rouleront en priorité si effectivement la ressource électrique est en défaut. Donc c'est évidemment un sujet sur lequel il y a des travaux réguliers et permanents, je dirais, dessus. Après, sur ce qui a été dit sur la croissance, votre question sur la croissance de la demande d'électricité,
C'est vrai que l'an dernier, RTE avait fait une étude pour montrer quelle est à la fois l'évolution de la demande, la consommation, et puis la capacité du système à produire suffisamment d'électricité. Ce qui peut orienter aussi les choix qu'on fait. C'est vrai que le train est un système qui est assez peu, qui est très consommateur en volume, mais globalement, pour transporter une personne, il en faut peu d'électricité. Et les choix qui peuvent être faits aussi sur la transformation du système de mobilité étaient aussi influentes, étaient aussi déterminantes sur la demande qu'on adresse au système électrique. Une voiture électrique, c'est très bien, mais ça consomme quand même pas mal d'électricité, en tout cas beaucoup plus qu'un RER ou qu'un TGV. Donc c'est aussi des travaux sur lesquels on doit travailler, sur l'évolution globale du système de mobilité, compte tenu du besoin d'électrification globale de notre économie. Très bien, il y aura donc un sujet à venir. On va s'arrêter là parce qu'on va passer le relais, mais un sujet à venir sur l'analyse des impacts croisés. Tout à l'heure, vous aviez parlé de la coordination des acteurs. Là, on va encore plus loin dans la nécessité, y compris au niveau des territoires, à intégrer non pas seulement l'inondation ou la sécheresse dans la prévision d'aménagement des quartiers, mais aussi ce qui peut arriver du fait de la défaillance ou de la réduction des capacités des autres acteurs, publics ou privés, qui interviennent sur le territoire. Vraiment une dernière remarque. Oui, Hélène, vous avez pris le temps. Pardon, je comprends qu'on déborde un peu sur le temps, mais je voulais quand même peut-être conclure en 3 points en rebondissant sur ce qui vient d'être dit. D'abord, la difficulté des solutions d'adaptation, c'est qu'il faut, comme souvent avec le changement climatique, articuler le court terme et le long terme. Si on repart de la question du confort pour les usagers ou les agents ou les habitants, par exemple, la végétalisation et la désimperméabilisation sont des outils qui sont reconnus comme efficaces. Je rappelle que les températures mesurées en plein soleil sont 7 degrés plus faibles sous les arbres à 13 heures que sans arbres. Donc on a vraiment des solutions qui ont fait leurs preuves. On le voit sur les cours d'école Oasis, par exemple. Mais les arbres, ça pousse lentement. Donc en fait, aussi de percevoir le temps que cette solution arrive à apporter ses fruits. Et par ailleurs, ça pousse lentement. Et par ailleurs, on ne sait pas très bien quelles sont les espèces d'arbres. Alors on y travaille aussi au CEREMA, qui seront capables de supporter ces évolutions climatiques. Et il y a aussi besoin de choisir intelligemment les arbres, parce que s'ils sont morts avant d'être grands, c'est un peu dommage. Premier point. Deuxième point, c'est que on a aussi besoin de gérer, en même temps qu'on essaye d'anticiper ces effets, les crises. Et les crises se multiplient, et vous l'avez très bien dit, mais en fait, on a aussi besoin de systèmes d'alerte qui vont être très, très cruciaux dans les prochaines années. Et là-dessus, le numérique et l'intelligence artificielle nous aident. On a besoin de mettre des capteurs sur les ponts. On a besoin de mettre des capteurs sur les infrastructures, en particulier quand les sols sont dans des systèmes de mouvement de terrain beaucoup plus importants qu'ils n'étaient auparavant. Et donc, il faut gérer à la fois la capacité à être plus efficace en temps de crise et d'anticiper la manière dont elles peuvent advenir. On a un troisième enjeu, à mon avis, qui est de ne pas se focaliser sur ce qui est aujourd'hui le plus visible dans l'adaptation au changement climatique, en tout cas le plus médiatisé, le recul du trait de côte. Je ne dis pas que c'est un faux sujet, et les îlots de chaleur urbains notamment. On a parlé des mouvements de terrain. On a un énorme sujet de retrait-gonflement des argiles qui est vraiment devant nous, avec derrière des impacts sociaux colossaux et des impacts socio-économiques au sens assurantiel, etc. On a un très gros sujet de montagne aussi. Le CEREMA intervient beaucoup sur les chutes de blocs qui bloquent donc de mouvements de terrain en montagne, qui bloquent évidemment des infrastructures aussi parfois absolument essentielles dans des zones de vallée. Et évidemment, on a la question des inondations qui là est relativement connue depuis longtemps. Et donc il faut qu'on considère, comme on le dit souvent sur le changement climatique, qu'il n'y a plus personne n'est épargné en fait par ces enjeux d'adaptation, à la fois socialement, territorialement et économiquement. On doit trouver son chemin ou sa trajectoire d'adaptation. Merci beaucoup Hélène Pesquine. Écoutez, c'est vous 5 qu'on va remercier d'apporter vos compétences en ouverture de cette journée. Merci encore vraiment d'être présents ce matin. Voilà, et nous allons enchaîner toujours sur la question d'adaptation au changement climatique. On va parler d'ailleurs notamment de recul du trait de côte avec mon camarade Alexandre Excoffon, rédacteur en chef de Cadre de Ville.